chez la femme à travers le monde, le cancer du sein se constate autant avant qu'après la ménopause. Mesdames et messieurs, c'est cette tumeur que nous aborderons cette semaine avec notre invité, Dr Serpos Tossou. Il est médecin cancérologue au Centre de cancérologie de Cotonou. Dr Serpos Tossou, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Vous allez bien, j'espère? Par la grâce de Dieu. Alors, le cancérologue est celui qui traite des cancers, c'est bien sûr cela? Celui qui tient aussi qui traite les cancers. Chers internautes, restez avec nous pour en savoir davantage. Et pour finir, vous aurez droit à la rubrique Astuce Prix, cette fois-ci avec Chimène Sosa, qui vous réserve une surprise. Bien évidemment, Chimène, bonjour. Bonjour, Tati. La pleine forme, j'espère. Alors, de quoi parlerons-nous cette semaine? Sinon, de quel fruit parlerons-nous cette semaine? Nous parlerons cette semaine du corosol. J'espère que vous en consommez. Oui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le cancer du sein se traite-t-il de façon traditionnelle? Le tradithérapeute nous en dit long. Cancer du sein. Bon, et nous avons un symptôme. Et nous sommes mêlés. Et nous parlons, si nous mêlés, bon, nous gars. Et nous parlons, mêlés, bon, nous coups. Et il y a qu'à choc, vous dites, nous avons un euro. Il y a un double à son dieu. Nous venons ici, mon nouveau. Nous avons un peu de vie. Bon, on a ça. Bon, zana. Bon, oui, mais il trop loin, mais qu'on doit faire autant. Alors, a maneti mais il rodo. Rien oui. M'ven des souhaits. A maneti mais il rodo rien oui. Anaba rien oui assis yo. Des a tintonati. A mamoué. A moi a tintonati fait. Et il y a tinton mian ouais. Anaba rien oui yo. Assis yo. Mon aba miel. Bola so kan we be na supo an ba kan bana yana ku kan mielo bara so mi an so kan we bi mona li ganji ni men an li be na men bi koro bon ana pedo no kume bola ko miel deji bona tande ku mielo po bon ku mere je ouvert mon quand on s'est dit yo ana no sa do anon bi asado lo kezeo eya mono minya ton masado tande anu kubiran sado eya le wa gbadal mo jam lan yon le bo sa amasine do anon bi. Que savent les citoyens de cette tumeur qui touche essentiellement les femmes? Chers internautes, je vous invite à les suivre. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne dans le sein. Bon, c'est un cancer qui touche beaucoup plus les femmes, surtout entre l'âge de 30 à 60 ans. Le cancer est beaucoup plus fréquent. C'est aussi le cancer tue beaucoup, mais aujourd'hui déjà, il y a certains moyens pour lutter contre le cancer. Il y a des thérapies contre le cancer du sein. Bon, le cancer, c'est une maladie qui est en quelque sorte génétique. Bon, ça se transmet de mère en fille. Mais ça peut aussi être causé par d'autres facteurs environnementaux qui sont jusque-là, je crois, inconnus. C'est aussi une maladie de cellules qui se développe au niveau du sein et qui est plus fréquent chez les femmes. Et aujourd'hui, cela tue bon nombre de femmes. C'est une maladie vraiment qui n'est pas bonne. C'est à éviter. Il faut aussi dire, et vous allez constater au niveau de vos seins, de grosses boules, soit si vous ne voyez pas cela, vous pouvez voir par exemple une modification au niveau de la taille ou de la forme de vos seins. Soit aussi le mamelon serait un peu tourné à l'envers, c'est-à-dire renversé. Donc quand vous observez ces signes-là, il faut vous poser d'énormes questions et vous devrez partir voir le plus tôt que possible un médecin traitant pour vous dire comment est-ce que vous allez vous soigner. Et pour éviter ce genre de choses, j'aimerais dire aux femmes
d'éviter surtout de mettre des pièces d'argent au niveau des soutiens-gorge, voire aussi les téléphones portables. Un cancer signifie la présence de cellules anormales qui se multiplient de façon incontrôlée. Dans le cas du cancer du sein, les cellules peuvent rester dans le sein ou se répandre dans le corps par les vaisseaux sanguins. Mesdames et messieurs, c'est à présent la rubrique invitée de cette émission. Docteur Serpos Dosso, à nouveau, bonjour. Bonjour, madame. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous parlerons du cancer de sein. Un mal remarqué très souvent au niveau des femmes, sinon au niveau des grandes mamelles de la femme. Alors, dites-nous, quels sont les autres organes concernés? On dit que, je ratifie, le cancer du sein ne se manifeste pas que chez la femme. Il y a également le cancer du sein chez l'homme. Même si c'est un nombre restreint, il faut l'annoncer quand environ même. Environ 1% du cancer du sein chez l'homme aussi. Et ce cancer du sein, au stade local, peut se manifester seulement au niveau du sein, mais à des stades avancés ou localement avancés ou des stades métastatiques, on peut retrouver une manifestation du cancer du sein, soit au niveau du poumon, c'est-à-dire le cancer du sein peut envoyer des lésions au niveau du poumon. On peut retrouver également une manifestation du cancer du sein au niveau hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie. Et on peut également retrouver une manifestation du cancer du sein au niveau des os, c'est-à-dire on peut avoir des manifestations osseuses du cancer du sein. Et enfin, on peut retrouver également une manifestation du cancer au niveau du cérébral, c'est-à-dire c'est la métastase cérébrale qu'un malade du cancer du sein peut développer. Voilà les grands sites au niveau duquel on peut avoir des manifestations secondaires du cancer du sein. Alors sur ce, comment peut-on définir ce mal? Il faut définir d'abord le cancer, c'est quoi le cancer? Le cancer, c'est une prolifération anormale des propres cellules de notre organisme, d'accord, qui échappe au mécanisme de régulation. Il faut dire, depuis la fécondation, entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a un mécanisme qui régule la multiplication des cellules. Et ce mécanisme dit aux cellules de l'œil de devenir l'œil, aux cellules de la peau de devenir la peau, et à telle cellule de devenir tel organe. À un moment, ces cellules échappent au mécanisme au contrôle et commencent par se multiplier de façon anarchique, et commence par envahir l'espace et l'organe dans lequel il se trouve, notamment dans le cas d'espèces actuellement le sein, et puis envahir également les organes aux alentours. C'est ce qu'on appelle la métastase qu'on vient de définir. Dans le cas du cancer du sein, on peut avoir une expression hépatique, pulmonaire, cérébrale ou osseuse. Alors, dites-nous, docteur Serpos, quels sont les signes du cancer du sein? Le cancer du sein commence en général par une boule, un nodule, qu'on constate dans le sein. Que ce soit chez l'homme que chez la femme? Que chez la femme. L'expression est identique. Et ce nodule augmente progressivement de taille, de volume et de douleur. Si rien n'est fait, ce nodule envahit progressivement une partie du sein, puis toute la superficie, tout le volume du sein. Et si rien n'est fait jusqu'à ce moment, ce nodule peut se manifester par, lorsque ça prend tout le sein, par un phénomène qu'on appelle habituellement le phénomène de peau d'orange. C'est-à-dire vous avez le sein qui a les aspects pointillés comme une orange, qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le phénomène de peau d'orange. À ce stade, nous classifions le cancer du sein déjà au stade 4. Et en ce moment, si rien n'est fait, ce cancer du sein peut envoyer des lésions secondaires, c'est-à-dire des lésions filles au niveau du foie. Là, vous aurez votre abdomen, votre ventre qui va commencer par augmenter de taille, vous aurez mal au niveau du foie. Ça peut envoyer aussi des lésions filles au niveau de l'os. Là, vous allez commencer par avoir des douleurs osseuses. Ça peut envoyer également des lésions secondaires au niveau cérébral. Vous allez avoir des maux de tête, vous n'allez pas pouvoir bien marcher. Et ça peut envoyer également des lésions secondaires au niveau hépatique, pulmonaire, osseux. Voilà. Alors, si tant est qu'on constate cette tumeur chez la femme que chez l'homme, existe-t-il des causes de ce mal? En cancérologie, surtout dans le cas du cancer du sein, il n'y a pas une relation directe de cause à effet. Il y a ce qu'on appelle le facteur de risque. C'est quoi le facteur de risque? Si je prends une population A, dans laquelle les gens sont exposés à des facteurs de risque comme le fait de fumer, le fait de prendre de l'alcool, le fait... que ce soit de la femme active et... Que ce soit la femme active et la femme passive. D'accord. Oui. Tout à l'heure, on définira les facteurs de risque. Et si on prend cette population A, comparé à cette population B, où les gens prennent toutes les précautions, ne font pas cela, on va remarquer que d'ici quelques années, les gens de la population A vont développer plus de cancer du sein que les gens de la population B. Qu'est-ce que vous mettez dans les gens de la population A? La population qui est exposée aux facteurs de risque. D'accord? La population dans laquelle les femmes fument, la population dans laquelle les femmes prennent de l'alcool, la population dans laquelle les femmes n'allaitent pas. Contrairement à la population opposée.
on va voir qu'il a plus de pourcentage de cancer du sein dans la population exposée que dans la population non exposée. Cependant, il y aura également des femmes dans la population non exposée qui vont quand même développer du cancer du sein. C'est cela qu'on appelle un facteur de risque. Ce n'est pas une relation de cause à effet, mais c'est une relation où ceux qui sont exposés à ces facteurs de risque font beaucoup de cancer. Dans le cas d'espèce du cancer du sein, on classifie les facteurs de risque en 3 groupes. Il y a les facteurs de risque hormonaux, c'est-à-dire lorsque vous avez la puberté précoce. Aujourd'hui, c'est fréquent de voir nos filles aujourd'hui avant 10 ans, 11 ans avoir les menstrues. C'est-à-dire que la puberté précoce, c'est lorsque vous avez les règles avant 11 ans. C'est un facteur de risque du cancer du sein. Ou lorsque vous avez une ménopause tardive. Vous voulez dire que si une fille a ses premières règles avant 11 ans, elle est exposée au cancer du sein? Elle est exposée au cancer du sein. Lorsque vous avez une ménopause tardive, c'est-à-dire lorsque vous développez votre ménopause après 55 ans, vous êtes exposé à développer un cancer du sein. Lorsque vous n'accouchez pas, l'absence de maternité, vous êtes exposé à faire un cancer du sein. Lorsque vous n'allaitez pas, vous êtes exposé à un cancer. Lorsque vous faites une grossesse également tardive, vous êtes exposé à des facteurs. Ça, ce sont des facteurs du risque du cancer du sein. Une grossesse tardive, vous voulez dire quelle tranche d'âge il faut vraiment? Au-delà de 35, 38, 40 ans. Autant de causes face à ce mal. Alors, docteur Serpos, pouvez-vous nous éclaircir davantage sur le dépistage de ce cancer? En avant d'aller au dépistage, je n'ai pas fini. J'ai dit que les facteurs de risque sont regroupés en 3 groupes. Oui. Il y a le deuxième groupe, c'est le mode de vie. Le mode de vie, c'est l'alcoolisme, c'est le tabagisme, c'est l'absence de sport. Voilà, ce mode de vie expose au cancer du sein. Enfin, il y a un dernier facteur qui sont les facteurs génétiques auxquels on ne peut pas lutter. Il y a 6 à 8% de groupes de femmes qui sont génétiquement exposées au cancer du sein. Et je vous rappelle l'histoire de l'actrice Angelina Jolie. C'est un groupe de femmes chez lesquelles il y a une modification génétique. Et ce groupe dans cette famille où il y a cette modification génétique, toutes les femmes seront exposées à faire le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, le cancer de l'ovaire. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, cette actrice a dû se faire une mastectomie. Quand on dit mastectomie, c'est se couper les deux seins. C'était une mastectomie préventive pour ne pas attraper. Donc voilà les 3 groupes de risque du cancer du sein. Et je suis prêt pour votre question suivante. Alors dites-nous, docteur, avant de revenir sur cette question, est-ce que le cancer du sein est une maladie héréditaire? Le cancer du sein n'est pas une maladie héréditaire. Sauf dans le cas d'espèces de groupes de 6 à 8% dans lequel je vous ai énoncé, où c'est une mutation génétique. Quand ça touche le gène, ça devient héréditaire. Mais de façon globale, dans 95%, 90 à 95% des cas, ce n'est pas une maladie héréditaire. Alors, comment arrive-t-on à dépister ce mal? Le dépistage du cancer du sein passe par le dépistage précoce. Ce dépistage précoce passe par une autopalpation du sein. Les femmes qui sont en activité sexuelle, une semaine après les règles, doivent s'autopalper le sein. Elle-même à la maison? Elle-même à la maison. Vous divisez le sein en 4 tranches centrées sur l'aréole mammaire et vous palpez chaque tranche du sein une semaine après les règles. Parce qu'une semaine après les règles, le sein est moins tendu et ça permet de détecter plus facilement s'il y a un nodule ou pas. Après avoir essayé de palper les 4 tranches, vous appuyez également le mamelon pour voir s'il y a un liquide séro-hématique qui sort. Voilà la méthode la plus simple de dépister, la moins coûteuse parce qu'elle ne coûte rien. La seconde méthode, c'est de faire une échographie ou une mammographie 1 fois par an chez les femmes, chez les femmes adultes. Alors, une femme qui allaite peut vraiment souffrir du cancer du sein? Et si oui, alors quelles dispositions doit-elle prendre? Il faut déjà dire que l'allaitement est un facteur protecteur, je viens de le dire. Ces femmes qui allaitent sont moins exposées au cancer du sein que les femmes qui n'allaitent pas. Mais toutefois, ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Une femme qui allaite peut avoir un nodule du sein. Alors, dans ce cas où la femme qui allaite est face à ce mal, qu'est-ce qu'elle doit faire? Une femme qui, après l'autopalpation, remarque qu'il y a un nodule du sein, elle doit avoir le même réflexe que toute femme, même qui n'allaite pas. Elle doit se rendre chez un médecin, chez un gynécologue ou un médecin généraliste, qui doit lui demander une mammographie, une échographie de dépistage, où elle ira faire ça dans un centre de radiologie, et qui va classifier ce nodule. Je rappelle que tous les nodules ne sont pas tumoraux. D'accord.
Donc, lorsque le radiologue classifie ce nodule, on sait à peu près, selon le compte rendu du radiologue, si c'est un nodule tumoral ou pas. De là, on déroule toute la batterie d'examens pour confirmer ou infirmer le diagnostic de cancer du sein. Docteur Serpos, nous parlons des femmes et vous savez avec moi que les femmes jouent un rôle très important dans la société. Alors, est-il possible de prévenir ce mal? La prévention du cancer du sein passe par 3 étapes. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le cancer du sein. C'est l'éviction des facteurs de risque que je viens d'énoncer. Oui. La prévention secondaire, c'est le dépistage précoce dont nous venons de parler. C'est-à-dire il faut dépister très tôt le cancer, parce que plus la lésion est petite, plus la lésion elle est au stade de début, plus on a beaucoup de chances de guérison. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est que lorsque la maladie est détectée, diagnostiquée, il faut bien la traiter. Voilà les 3 étapes de la prévention du cancer du sein. Vous venez de suivre avec nous l'élément sur le tradithérapeute. Votre opinion? Mon opinion, c'est une opinion mitigée. Je parlerai en 2 options, l'option du médecin et l'option personnelle. Il faut, soyons thématiques. Toutes les infections du cancer du sein ne sont pas des cancers du sein. Une infection du cancer du sein n'est pas un cancer du sein. Sur un sein, on peut développer des mastites, qui sont des inflammations du sein. Je crois que dans les dits du tradipraticien, il y a un bon mélange que nous avons le droit de thématiser. Donc, tout ce qui concerne l'inflation, l'inflammation, ne sont pas des cancers du sein. Et ceux-là peuvent être traités avec les antibiotiques que nous avons. Je vous rappelle que l'ail ou le miel ont des vertus antibiothérapiques. Est-ce que c'est dans ce sens que le tradipraticien propose ce traitement? Reste à vérifier. Mais un cancer du sein, je le dirais comme dans ma langue, au démonon de Adigan. C'est-à-dire, je le traduis, la prière n'enlève pas les chics. Quand vous avez un cancer du sein, vous avez un problème. Et ce problème, il faut vous rapprocher d'un médecin pour qu'on le traite. D'accord? Ce n'est ni le miel, ni l'ail qui va traiter un cancer du sein diagnostiqué. Voilà qui est bien dit, docteur Serpos. Avant d'aborder les traitements possibles du cancer du sein, j'aimerais savoir si un homme marié a sa femme qui souffre du cancer du sein, quel est son rôle, sinon quel rôle doit-il jouer pour pouvoir aider un tant soit peu la femme à pouvoir retrouver satisfaction? La place de l'homme est primordiale dans la prise en charge du cancer du sein, parce qu'il faut reconnaître que quand on dit cancer, c'est un désastre. Quand on dit cancer, c'est toute une peur qui s'empare de la personne suspectée, de la personne qui pense qu'elle a un cancer. Aujourd'hui, habituellement, on dit tu meurs, tu meurs. Quand on dit cancer, on pense à PK14 route de Ouida. Et nous travaillons aujourd'hui, grâce à vous les médias, à ennoblir le cancer, à dédramatiser le cancer. Parce que le cancer, jusqu'à l'heure aujourd'hui, est un drame. Pourquoi c'est un drame? Parce que la prise en charge assez souvent est mal faite. C'est un drame parce que les moyens thérapeutiques sont coûteux. C'est un drame parce que la prise en charge du cancer n'est pas encore sponsorisée, n'est pas encore, comme le cas du palud, du sida, de la tuberculose, n'est pas encore subventionnée. Parce qu'il y a certains cancers qui ne pardonnent pas. Heureusement pour le cancer du sein, lorsque le diagnostic est précoce et le traitement bien adapté, nos femmes vivent suffisamment longtemps. Le rôle de l'homme, c'est un rôle de conseiller. C'est un rôle de soutien. Puisque lorsque la femme a ce drame, l'homme constitue son premier recours. L'homme constitue son premier conseil parce que c'est l'homme qui doit l'aider à se rendre chez le médecin. Habituellement, en consultation, lorsque nous recevons les femmes à qui nous diagnostiquons le cancer du sein, la première question qu'on leur pose est votre mari. Et votre mari, parce qu'on sait que c'est lui qui, le soir au coucher, qui va recevoir les plaintes. Et votre mari, parce qu'on sait que dans la plupart du cas, c'est lui qui sortira les moyens financiers pour traiter. Et votre mari, parce que c'est également le premier conseil qui vous dira « Ah non, allons-y chez le médecin, non, allons-y chez le tradithérapeute ». Et il faut dire que dans ce parcours, le parcours thérapeutique du malade est très important. Parfois,
on a le regret de voir des patients en consultation qui ont eu un parcours thérapeutique long. Ils ont eu le temps de passer chez le tradipraticien, chez le guérisseur, chez le ceci, chez machin, jusqu'enfin, après avoir perdu 1 an, 2 ans, où le cancer du sein est un stade très, très avancé, qu'ils viennent enfin chez le cancérologue. Je vous dis, le jour où on vous fait un diagnostic d'un cancer du sein, c'est une urgence thérapeutique. Donc, le rôle du mari est important, incontournable dans la prise en charge. Aujourd'hui, au centre de cancer de Cotonou, nous organisons même des réunions d'écoute où une ONG, SOS Cancer, s'occupe d'écouter, de discuter avec des femmes qui ont le cancer du sein. Et les membres de cette ONG demandent souvent à ce que les femmes viennent avec leurs hommes, parce que c'est très important. Le rôle de l'homme est primordial dans la prise en charge, dans l'aide psychologique qu'il doit apporter à son épouse dans la prise en charge du cancer du sein. Avis donc aux hommes. Docteur Serpos, aujourd'hui, le nombre de femmes qui souffrent du cancer du sein n'est pas à négliger. Alors, vous êtes cancérologue, comme je le disais. Quelles sont les actions que le centre de cancérologie de Cotonou met en œuvre pour pouvoir venir un tant soit peu au rescousse de ces femmes-là? Il faut dire qu'aujourd'hui, dans les statistiques béninoises, pour les études que nous-mêmes nous avons commanditées, pour les thèses que nous avons encadrées, on note environ 1000 nouveaux cas de cancer du sein au Bénin par an. Et dans ces 1000 nouveaux cas, nous avons 476 décès. Il faut dire que le taux de décès est quand même élevé. Ce taux de décès est dû au retard de consultation, dû au stade à l'absence de tous les moyens thérapeutiques pour le traitement du cancer du sein. Le centre de cancer de Cotonou est un premier centre privé qui a eu le courage de développer une clinique thématique. Habituellement, on voit des centres polycliniques où on cherche un peu de tout, mais on n'a pas souvent l'habitude de voir des centres thématiques qui s'occupent seulement d'une seule pathologie. J'ai la douleur de vous annoncer que nous n'avons pas un centre de cancer, un service de cancérologie dans l'hôpital public au Bénin. Aucun hôpital public ne dispose d'un service de cancérologie. Aujourd'hui, si vous avez un cancer, vous rentrez au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, vous dites que je vais aller dans le service de cancérologie, il n'y aura pas quelqu'un pour vous indiquer un service de cancérologie. Il faut dire que également la cancérologie n'est pas une seule discipline, c'est une multidisciplinarité. Quand vous parlez de cancérologie, il faut le chirurgien cancérologue qui s'occupe de la chirurgie du cancer du sein. Ce n'est pas n'importe quel chirurgien qui doit opérer un cancer. Il faut le chimiothérapeute qu'on appelle habituellement l'oncologue médical. Et c'est lui qui va s'occuper de la chimiothérapie du cancer. Il faut l'oncologue radiothérapeute. Je suis oncologue radiothérapeute. C'est ceux qui utilisent les rayons pour traiter le cancer. Et enfin, aujourd'hui, il y a une nouvelle thématique qui se développe, les oncohématologues, c'est-à-dire ceux qui s'occupent seulement du cancer du sang. Autour de ce noyau de cancérologues, il faut les autres disciplines qui s'associent parce que convenez avec moi que lorsque vous avez un nodule dans le sein, vous ne viendrez pas voir votre cancérologue, vous allez d'abord voir votre gynécologue. Si vous avez une douleur dans l'abdomen, vous allez voir l'hépatologue gastro ou le chirurgien viscéral. Donc, en fait, c'est une discipline transversale où il faut que tout le monde puisse travailler dans un concept de multidisciplinarité. Au centre de cancer de Cotonou, nous avons essayé de réunir sur la même aire géographique, c'est-à-dire sur le même site, la plupart de ces compétences à partir du diagnostic. C'est-à-dire ceux qui ont fait la biopsie, ceux à qui on envoie la pièce pour analyser. Et nous avons également un chirurgien cancérologue, un oncologue, radiothérapeute. Nous essayons sur le même site de regrouper toutes les compétences qui s'occupent du cancer. C'est le premier but qu'on a visé pour que lorsque le malade a une échographie, une mammographie où il y a un nodule, il faudrait que la biopsie soit faite sur le site, c'est-à-dire le diagnostic, que le laboratoire puisse dire si c'est un cas de cancer ou pas. Et si malheureusement c'est un cas de cancer, que le malade puisse avoir la compétence nécessaire dans le même centre pour qu'on puisse le traiter. À part les activités de diagnostic et de traitement du cancer du sein, nous avons également en collaboration avec l'ONG SOS Cancer, qui a son siège dans le centre de cancer de Cotonou, des activités d'UEC. C'était, je note, information et éducation de la communauté, pour sensibiliser les femmes aux moyens de dépistage, aux moyens thérapeutiques et également pour les accompagner dans leur traitement. Alors, on retient donc que la complication du cancer du sein peut entraîner la mort, comme toutes les autres maladies d'ailleurs. Docteur, vous venez tout à l'heure d'aborder quelques aspects du traitement du cancer du sein. Il y en a d'autres. Dans quel cas passe-t-on à l'opération du sein? Il faut dire que le traitement du cancer du sein passe par 4 groupes thématiques. Il y a la chirurgie du cancer du sein. Il y a la chimiothérapie, c'est-à-dire le traitement du cancer du sein par
les molécules. Il y a le traitement du cancer du sein par les rayons. Il y a également le traitement du cancer du sein par les hormones. Ces 4 traitements, parfois, ne sont pas indissociables. C'est-à-dire, parfois, le malade est obligé de passer par ces 4 traitements, ou au minimum par 3 traitements. La chirurgie du cancer du sein, elle est à 2 volets. Il y a la chirurgie conservatrice, c'est-à-dire qu'on enlève une partie du sein, et la chirurgie radicale, où on enlève tout le sein. Contrairement à ce que les gens pensent, on peut vivre avec un sein. C'est-à-dire on peut vivre sans le sein. C'est des organes extérieurs qui servent à la lactation. Vous voulez dire que la femme peut vivre sans ses seins, hein? Oh, bien sûr, peut vivre sans ses seins. Ce n'est pas des organes indispensables à la vie. C'est vrai que c'est des organes esthétiques et du plaisir, mais ce n'est pas indispensable à la vie. Et cette chirurgie, nous avons nos critères pour opérer de façon partielle, de façon radicale. Si c'est un petit nodule de moins de 2 cm dans un sein généreux, on peut juste enlever une partie de ce nodule. Mais si c'est un nodule qui est supérieur à 3, 4, 5 cm, dans un petit sein, on est obligé d'enlever tout le sein. Si la femme a des ganglions, il faut enlever. Donc, on a nos critères techniques pour savoir s'il faut enlever une partie ou tout le sein. Docteur Serpos Dosso, des conseils à donner? Les conseils à donner sont de 2 à 3 autres. Le premier conseil, c'est de pouvoir s'auto-palper, s'auto-dépister. Ça ne coûte rien. Une semaine après les règles, les femmes doivent être amenées à s'auto-palper le sein. Lorsqu'elles remarquent un nodule, elles n'ont qu'à s'adresser à un médecin qui leur demandera probablement une imagerie pour confirmer ou infirmer ce nodule. Le second conseil, c'est de faire attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a peu de choses vraies qui se disent. Il y a beaucoup d'amalgames. Et ça ne vous coûte rien de consulter un médecin pour avoir de meilleurs conseils. Il faut essayer le maximum que faire se peut d'avoir un parcours thérapeutique court. Qu'est-ce que j'appelle parcours thérapeutique? C'est du moment où vous faites vous-même le diagnostic de nodule dans le sein et le moment où vous vous rapprochez d'un médecin conseil qui pourra vous orienter. Parce que plus le parcours thérapeutique est long, malheureusement, plus on découvre la lésion à un stade plus avancé. Et le troisième conseil, ce n'est pas un conseil, c'est plutôt une plaidoirie. Certes, je profite de votre micro pour adresser une plaidoirie à toutes les autorités administratives. Le cancer, aujourd'hui, devient une épidémie. Le nombre s'élève et le taux de décès aussi s'élève. Nous avons besoin d'un hôpital du cancer public. Le centre privé de cancer ne pourra jamais absorber tous les cas de cancer du Bénin et nous avons besoin d'un hôpital public. C'est une question de souveraineté nationale. Je suis sûre que vous êtes entendu. Docteur Serpos Dosso, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est à présent la rubrique Astuces Fruits. Chimène Sosa, bonjour. Bonjour Tatiana. Alors je le disais en début d'émission que nous irons à la découverte du corosol, communément appelé chap-chap, et ça sera avec vous, c'est bien sûr cela? Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la rubrique Astuces fruits de ce jour, je me suis intéressée au corosol, plus connu sous le nom de chap-chap. C'est un fruit intéressant qui participe d'ailleurs à la neutralisation des cellules cancéreuses. Je nous invite à suivre cet élément qui s'applique à aller dans les détails. Le corosol, appelé aussi corosol épineux ou communément chap-chap, est le fruit du corosolier qui pousse en Afrique, en Amérique et en Asie. Il n'a pas fallu très longtemps pour que la communauté scientifique s'intéresse aux innombrables vertus du corosol sur la santé humaine. Intéressés par ce fruit multifonction, des chercheurs auraient réussi à mettre en lumière ses effets sur certaines pathologies cancéreuses telles que le cancer du sein, des ovaires, des pancréas, du foie, des poumons ou des intestins. Ainsi, les feuilles du corosol auraient révélé un pouvoir anticancéreux notable en luttant contre la prolifération des cellules cancéreuses. Cette plante est également proposée pour les troubles de l'érection. Sur le plan nutritionnel, le corosol est riche en glucides, notamment en fructose. Il contient des quantités assez importantes de vitamine C, vitamine B1 et vitamine B2.
Sa chair est composée en grande partie d'eau, ce qui en fait un fruit diurétique et il contient des nutriments tels que du fer, du phosphore et du potassium. La chair du corosol est comestible et a un goût à la fois sucré et acidulé. Cela en fait un fruit exploité dans l'agroalimentaire pour la confection de glaces et de jus. Son goût évoque pour certains celui des chewing-gums Malabar et de manière plus concrète une approche de la mangue par son goût fleuri, délicat, frais, exotique et persistant. Sa texture filandreuse rappelle quant à elle celle de la rhubarbe. Il mesure jusqu'à 25 cm de long et peut peser entre 1 et 3 kg. Son aspect extérieur est d'un vert sombre du fait de son écorce piquée d'épines et sa chair est blanche et pulpeuse avec des graines noires indigestes. Tout comme les feuilles de la plante, la chair et les graines du corosol sont utilisées en médecine traditionnelle dans de nombreuses traditions médicales. Les principales propositions dans le cadre de médecine populaire sont les troubles du sommeil, les troubles cardiaques, les maladies parasitaires. Insistons cependant sur le fait que l'écorce, les fruits, les feuilles et les racines agissent sur les cellules de notre organisme. Bonsoir, Monsieur Serpos. Bonsoir. Okay. J'ai deux préoccupations à exposer. La première, ce fruit assez riche qui contribuerait à guérir le cancer serait vraiment sans risque d'effet secondaire? Merci beaucoup. J'aime bien le thème que vous avez employé, le temps, qui, comme vous le dites, guérirait. Jusqu'à là où nous parlons aujourd'hui, moi je n'ai pas appris la médecine des fruits ni la médecine traditionnelle. Et donc je fonctionne toujours par preuve, en evidence-based, la médecine par la preuve. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas encore une étude scientifique assez solide qui ait prouvé que le corosol guérit le cancer. La deuxième chose que j'aimerais rappeler, il faut qu'on s'entende sur les thèmes. Qu'appelez-vous guérison? Pour nous, guérison, cela signifie absence de maladie. Lorsque vous traitez quelqu'un et la personne a une satisfaction pendant 20 ans, et à la 21e année, la personne représente encore les signes de la maladie, on ne parle plus de guérison, on parle de rémission. Donc la personne a une rémission pendant 20 ans et il y a une récidive après la 21e année. Donc le problème de guérison, le terme de guérison qui est utilisé à tort dans les réseaux sociaux et partout, il faut qu'on s'entende. Parce que est-ce que ce que je dis comme guérison, moi en tant que cancérologue, c'est la même chose que vous entendez par guérison? En cancérologie, on ne parle pas, on ne se presse pas pour parler de guérison, on préfère parler de rémission. On peut avoir des guérisons de 15, 20, 30, 50 ans. D'accord? Maintenant, si on s'entend sur le terme guérison, le corosol a peut-être, je ne sais pas, je préfère parler de ce que je connais, des vertus anticancéreuses. Mais la première question qui me vient à l'esprit, ça traite quel cancer? Exactement. Parce que si vous prenez juste le cancer du sein, je vous rappelle qu'il y a 4 sous-types de cancer du sein. Et le traitement n'est pas pareil. Parce que quand vous prenez ma peau là, vous avez un certain nombre de couches. Et j'ai dit que le cancer, c'est un développement anormal des cellules de nos propres cellules. Donc si c'est les cellules de la couche superficielle, ils vont vous donner une tumeur de la couche superficielle. Si c'est les cellules de la couche profonde, ils vont vous donner une cellule de la couche profonde. Et je vous dis que le traitement de ces, malgré que ce soit des tumeurs de la peau, le traitement des cancers développés par chacune des couches n'est pas pareil. Ça, c'est un seul organe. Bon, imaginez quand je prends des organes différents. C'est pourquoi quand je vous pose la question, le corosol guérit quel cancer? Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre, je n'ai pas fait des études sur le corosol. Une chose est certaine, je pense que ça a peut-être des vertus, mais c'est dans quel cas il faut l'utiliser. Est-ce qu'il faut l'utiliser il faut l'utiliser en forme de feuille, en forme de décoction, en forme de tisane? Je ne peux pas vous répondre. Et combien de feuilles de tisane il faut utiliser? Combien de bols de corosol, d'infusion il faut utiliser? Je ne peux pas vous dire. Pour quel cancer, à quel stade, je ne peux pas vous le dire. Moi, habituellement, en consultation, quand mes malades sont sous traitement et me demandent, docteur, je peux prendre le corosol, je ne dis pas non. Je dis, si vous pouvez le prendre sous infusion, pourquoi pas? Pourquoi je le dis? Parce que quand on fait un traitement de chimiothérapie, on demande aux malades de boire de l'eau pour s'hydrater, pour permettre l'élimination
des produits chimiques. Donc si je peux faire boire mon malade grâce aux infusions de Corosol, pourquoi pas? Je ne m'en prive pas. Mais de vous dire tout de suite que le Corosol guérit tel cancer, et je suis dans l'incapacité scientifique de vous le dire. Ok. Donc, ma seconde question était, et pourquoi ce remède n'est pas connu du grand nombre? Elle n'est pas connue parce qu'on n'est pas allé au bout. Vous savez, aucune découverte scientifique ne se fait au hasard. C'est parce qu'il y a peut-être des suspicions d'idées. Comme actuellement, il se dit que le Corosol guérit. La suite, c'est quoi? Qu'un laboratoire soit capable de cette feuille et qu'on isole le principe actif. Ce principe actif pourrait être galénisé sous forme comprimée, sous forme sirop, je ne sais quoi. Et qu'on récupère des cellules cancéreuses au laboratoire dans un tube à essai et qu'on mette le principe actif issu du Corosol là-dessus. On évalue la qualité du résultat. Si ce principe actif a réussi à tuer les cellules cancéreuses, ça on appelle ça les études phase 1, les études de laboratoire. Si ces études sont concluantes, on inocule maintenant la maladie du cancer, un type de cancer spécifique, à l'animal, le cobaye. Et en même temps, lorsqu'on inocule cette maladie au cobaye, on essaie de traiter le cobaye avec le même principe actif. Donc on voit la réaction du principe actif du Corosol sur le cobaye. On évalue la réponse. Ça, on appelle ça les études phase 2. Quand ces études sont concluantes, en ce moment, on fait l'essai sur l'humain. Ça, c'est les études phase 3. C'est que les études phase 3 sont concluantes, c'est-à-dire si on a une efficacité de 70 à 90, 100%, qu'on autorise maintenant la mise sur marché de ce produit. Vous voyez tous les principes, tous les étapes que suit un produit, un principe avant de devenir médicament, avant d'être autorisé. Donc si le Corosol n'a jamais suivi ces étapes-là, moi je ne peux jamais le prescrire et je ne peux pas vous répondre sur un plateau de télévision que le Corosol guérit ou ne guérit pas un cancer. Ce que je dirais plutôt, nous avons une école de pharmacie, on forme des docteurs en pharmacie. J'inviterai nos collègues, nos jeunes collègues pharmaciens à prendre cette plante et en faire des thèses de doctorat. On verra bien ce que cela donnera. Merci, Monsieur Serpos. Je tiens à préciser que le Corosol est un fruit délicieux qu'il faut cependant consommer, même si ça ne guérirait pas le cancer. C'est quand même un fruit qui est assez bon pour l'organisme. Donc, nous voilà à la fin de la rubrique Astuces fruits de ce jour. Merci. Chimène Sosa, merci à vous. Merci à vous. Docteur Serpos Dosso, je vous remercie à nouveau. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je suis persuadée que tous, vous avez pu retenir quelque chose. Il est important de savoir, chères femmes, que vous devrez vous autopalper les seins une semaine après vos règles. Alors, prenez grand soin de vous, le temps de vous retrouver pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.